Bonjour à tous les amis, merci de nous retrouver sur Bureau Oval, émission tous les mardis après les matchs pendant le 6 Nations. On a pris une claque il y a quelques jours, on peut même dire que ça a été un vrai choc pour tout le monde. C'était l'ouverture du tournoi des 6 Nations, France-Irlande au Vélodrome, match évidemment qu'on attendait avec impatience. 80 000 personnes, 80 000 Marseillais qui étaient présents pour supporter l'équipe de France. Et on va pas se mentir, on a pris une sacrée clim sur ce match-là. Défaite 17-38, plus large défaite contre l'Irlande de l'histoire. Et 4 jours plus tard, voilà, on se retrouve et la plaie, elle est toujours ouverte. Samedi, il y a un déplacement à Édimbourg en Écosse et il y a beaucoup de questions qui se posent et on va se les poser tous ensemble. Et pour en parler, bien évidemment, comme la semaine dernière, je retrouve sur ce plateau Pierre et Lucien avec mon Lucien. Comment ça va, Lucien ? Ça va, ravi de cette séance de thérapie collective pour ça. évacuer l'Irlande. Encore un peu abasourdi, on est mardi, c'était vendredi, mais c'est encore un peu dur. Et vivement le match de l'Écosse pour peut-être passer à autre chose. Bon, c'est un ça va moyen, bien évidemment, pour Lucien. Et Pierrot, Ça va, j'imagine que c'est pas beaucoup mieux. Oh, ça va, non, franchement, ça y est, c'est évacué. Et puis surtout, je déteste faire ça, mais je vous l'avais dit. Ouais. C'est vrai, complètement. Non, mais après, on va détailler sur le contenu du match, mais oui, c'est pas terrible. Ouais. Le résultat et le contenu. Ouais. Alors on a regardé. je suis allergique aux défaites. Putain, on a regardé plusieurs fois le match en plus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, plus on regarde le match, plus on se dit putain, c'est encore pire que prévu peut-être. C'est ça, ouais. Le revoir une deuxième fois, tu vois les failles, tu vois ce qui va pas. Plus la communication d'après-match, on peut l'évoquer aussi. Donc oui, c'est. Ah bah c'est comme les films, hein. Quand tu le vois une deuxième fois, tu te concentres sur les défauts et plus trop sur l'histoire. Donc bon, c'est vrai. Là, ils sont énormes les défauts. Ouais, exactement. Les résultats de la journée, on va les regarder pour les rappeler. Alors bien évidemment, il y a la défaite de la France 17-38 contre l'Irlande. Les Italiens ont failli faire l'exploit, on peut le dire, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné. Contre l'Angleterre, 24-27. Ils ont longtemps mené en plus, mais ils ont craqué sur la fin. Bref, c'est l'Italie en ce moment. Mais une Italie nouvelle qu'il faudra suivre. Ouais, et puis une Angleterre resplendissante. On s'est régalé. Oh là là, cette orgie de jeu, la révolution Borswick. Non, mais c'était pas pour te saccager, mais oui, l'Angleterre peut-être deuxième du tournoi. Ils seront dans le prolongement de leur Coupe du Monde, tu vois, un truc comme ça. Bah, c'est un peu ça. Hein. Ouais, ils sont dégueulasses, ils gagnent, c'est leur Coupe du Monde. Et ils sont contents. Oui, ils peuvent. C'était super. Et les Gallois qui ont perdu d'1 point à domicile contre l'Écosse, eux aussi, ils ont failli gagner. C'était un match incroyable. Remonté, celui qui fait une sieste de 30 minutes, il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Mais c'est là où ça va être compliqué à analyser l'Écosse pour samedi, c'est qu'ils ont fait tellement une demi-temps à deux visages différents que s'ils font leur première mi-temps samedi sur 80 minutes, ça va être compliqué. À l'inverse, s'ils jouent comme la deuxième mi-temps contre le Pays de Galles, là il y a moins d'espérer de faire un résultat à Murrayfield. Ouais. Ils ont malheureusement été victimes de l'effet O'Keefe. C'est-à-dire qu'ils ont concédé 14 pénalités consécutives. C'est monstrueux. Ouais. Parce que d'un coup, l'arbitre a estimé qu'il y avait une situation qui devait être arbitrée de cette manière-là. Et ils n'ont pas su s'adapter. Et ils n'ont pas su s'adapter. Donc, cette marée écossaise en première mi-temps et galloise en second. Alors, je pensais vraiment que le Pays de Galles allait imploser, prendre 50 points. Ouais. Et belle réaction malgré tout. Après, ils ont fond de jeu cata. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Le classement, du coup, les Irlandais ont pris le point de bonus offensif. Donc, ils ont 5 points. Les Anglais, les Écossais en ont 4. Les Gallois et les Italiens en ont 2 et 1. Et on est là, bien dernier du classement avec 0 points, même pas de bonus défensif qu'on pouvait au moins espérer. Le sommaire de cette émission, l'équipe de France est-elle en train de régresser ? On va essayer de se poser la question en regardant les différents secteurs de jeu. Et ensuite, on fera un focus sur Galtier. Est-il obligé de changer ? Alors, il y a l'attitude globale de Fabien Galtier qui pose question, sa communication qu'on va évoquer au cours de l'émission. Et évidemment, la compo contre l'Écosse, parce que beaucoup de performances individuelles peuvent être aussi remises en question. Mais quel joueur pour les remplacer ? Je vous ai demandé à tous les deux de me faire votre compo et vous allez la proposer à nos viewers et on va regarder ça tous ensemble. Voilà, vous avez le sommaire de l'émission, les amis. C'est parti. Alors, on va se faire ça en 2 parties, les gars, pour analyser ce match-là. On va parler du terrain et on va parler aussi hors du terrain, parce que le staff fait aussi partie du jeu et potentiellement de cette déroute-là. Rappelons déjà un élément important du match. Paul Villemc a pris un rouge à la 30e minute, notre deuxième ligne. Il avait déjà pris un jaune en plus à la 9e. En gros, la France a joué à 14 contre 15 pendant 50 minutes, parce que rappelons que O'Mahony aussi a pris un carton jaune. Donc ça, c'est un élément très important et on se posera la question de
savoir si vraiment il y a eu un véritable impact en fait sur ce match que de jouer à 14 contre 15 contre l'Irlande. J'imagine bien évidemment votre réponse. 38 points encaissés, les gars, c'est le premier élément sur lequel je voulais un peu m'arrêter. Ça aurait presque pu être plus, Pierre. Il rentre 2 fois dans notre but sans marquer. Ça fait écho aussi à un match face à l'Afrique du Sud il n'y a pas si longtemps où on avait déjà pris une rouste. Face à l'Irlande, il y a 1 an maintenant, où on aurait pu prendre 8 essais. Oui, clairement, l'aspect défensif de cette équipe qui était pourtant un des éléments de l'identité française version Galtier, elle est très inquiétante. Mais on va essayer de voir pourquoi. Ouais, après, tu nous as préparé une palette sur ce système défensif. Mais c'est vrai que c'était une grande force de l'équipe de France, ce système défensif. Et là, on se pose un peu la question, mais où est passé Shaun Edwards, Lucien ? C'est ça, on est un peu dans la continuité du match de l'Afrique du Sud. On avait encaissé beaucoup d'essais déjà comparé à ce qu'on fait d'habitude. On pouvait espérer un sursaut sur ce match, et là, on en encaisse 5. Donc, effectivement, où est passée la défense ? Que fait Shaun Edwards ? Est-ce qu'il faut arrêter la rush défense ? Beaucoup de questions se posent, et Pierre va nous faire une palette. Donc, on va la regarder tout de suite. Alors juste avant la palette, il y a quand même des chiffres qui sont parlants et qui racontent cette entame catastrophique de l'équipe de France. C'est au bout de 30 minutes, les Français, alors qu'ils étaient dominés, n'ont infligé qu'un seul plaquage offensif, c'est-à-dire un plaquage qui est capable d'inverser la pression et de gagner les mètres nécessaires pour arrêter une attaque. On sait que ces plaquages-là, c'est la spécialité de joueurs comme Anthony Gelonche. Aujourd'hui, vendredi, il a fait cruellement défaut à cette équipe-là. Et puis, en revanche, les Irlandais, par 7 fois, ont remporté ce duel défensif, qui ont arrêté les attaques françaises. Et puis, il y a le chiffre qui est peut-être le plus parlant après une demi-heure, c'est le nombre de fois où les Français ont gagné la ligne d'avantage. Alors, ils ont été forcément victimes du fait qu'ils n'avaient pas le ballon, mais les Irlandais ont avancé 22 fois en 30 minutes. Ils ont gagné 22 fois la ligne d'avantage. Quand on sait comment se structure le jeu irlandais, c'est terrible, parce que c'est un rouleau compresseur qui se met en place, et d'un coup, vous faites que reculer, que subir, on vous martèle. Pendant une demi-heure, les Français ont explosé physiquement et tactiquement, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Déjà, on va montrer le plan de Shaun Edwards avant le match. Je crois qu'on l'a trouvé. Voilà, c'était ça. Donc ça, c'était globalement ça vient de la maison, respecté. Ça non, même pas. Même pas. C'était une indiscrétion de vestiaire. Non, plus sérieusement, on va montrer les vraies palettes. On commence à la 10e minute. C'est une situation très classique, normale. Vraiment, c'est une touche déviée. En gros, c'est une première main. Les Bleus jouent le contrôle, parce que ça va être une passe 9-12. Donc Gibson Park va s'adresser directement à Aki. Il n'y a pas une situation de surnombre, on voit juste des courses, des soutiens intérieurs qui sont peut-être potentiellement un peu troublantes. Et puis il y a un soutien extérieur qui arrive main à main. Mais normalement là c'est une situation très classique avec un surnombre défensif, sauf si on considère que c'est un 4 plus 1 puisqu'on a un soutien extérieur qui est situé à 15 mètres. Et pourtant la défense française va avoir une réaction un peu étrange. Et c'est là où l'aspect tactique devient important, parce que là, il n'y a pas d'infériorité numérique visible. C'est suite à une touche déviée. Et on va voir sur l'image suivante, et ça c'est beaucoup plus grave, c'est l'attitude de Jonathan Danty. Et donc Jonathan Danty va arrêter sa course, et ça va créer un déséquilibre défensif, parce que Pita Aki a du temps, a de l'espace. La seule excuse qu'on peut trouver au soutien extérieur, qui sont tous sur les talons, si vous observez les attitudes individuelles, c'est les courses extérieures. C'est-à-dire que les soutiens intérieurs vont venir se proposer en zone 2, c'est-à-dire juste après le soutien extérieur, et ça peut créer de l'incertitude, parce qu'on se retrouve dans une situation, si Pita Aki décide de prendre l'intervalle entre Ficou et Danty, de 4 contre 3. Ça va pas être le cas. On va regarder sur la diapo suivante, la palette suivante, et là c'est encore plus criant. C'est les attitudes. Là encore, on est sur après une touche, très simple. Et là, c'est encore plus grave, parce que Jonathan Danty arrête sa course à 10 mètres de Pita Aki. Tous les défenseurs sont sur les talons, et la montée n'est pas agressive. On pourrait considérer que la montée de Jonathan Danty est travaillée, c'est-à-dire qu'on veut absorber pour contester. Mais c'est pas le cas, parce qu'on n'est pas en situation de contest, et parce qu'il n'y a pas de montée agressive sur les extérieurs qui couperaient des solutions. Là encore, les Irlandais, ils ont du temps, de l'espace, et c'est la pire situation qu'on peut leur proposer. Et puis la troisième situation est à peu près la même, c'est une animation très simple, 9-5-12, c'est celle-là. Cette fois, c'est une touche classique, déviation 7-9, attaque du numéro 10. Là, il y a une zone faible qu'on devine à l'extérieur de Peato Movaca, qui est un petit peu en retard, et à l'intérieur de Jalibert. C'est pourtant pas la zone qui va être attaquée. On va attaquer la zone de nouveau de Jonathan Danty de manière presque frontale. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à chaque fois, ça amène des essais, toutes ces situations-là. La première, non, mais la deuxième, oui, et la troisième aussi. On va observer que Jonathan Danty, là encore, va arrêter sa course très loin et va empêcher la ligne défensive de monter.
Et on va se retrouver là aussi dans une situation qui est inexplicable à ce niveau-là. Du temps, de l'espace pour le porteur de balle. Quand on a le talent de Pitahaki ou de Crowley, c'est facile. Mais surtout, on a 2 zones d'attaque sans pression. La zone du ballon et la zone extérieure. On peut jouer dans le dos, on peut animer, on peut passer les mains, on peut tout faire parce que la défense, elle est neutre. Et évidemment, à ce niveau-là, sur un ballon en première main, c'est à la fois inexplicable et grave. Ouais. Voilà. Alors, tu notes pas mal Jonathan Danty. C'est là que c'est hyper inquiétant, Lucien, c'est qu'en fait, Jonathan Danty a été l'homme de base de Shawn Edwards pour construire son système défensif. Oui, en plus, c'est un gratteur redoutable et on ne l'a pas vu dans cet exercice-là. Et effectivement, défensivement, il a été pris à défaut. Et on se souvient de l'essai de Berne aussi, il est totalement pris à l'intérieur. Alors, toute la ligne défensive ne va pas à ce moment-là, mais c'est lui le fautif principal. Et c'est là un peu. Ce qui est inquiétant, c'est que c'était un des hommes de base en 2022. Et là, aujourd'hui, on pointe du doigt comme un homme faible en défense. Donc, ça pose la question de son renouvellement, en fait. Et puis, c'est un tout petit peu plus complexe que juste Jonathan Danty recule. Je pense que c'est une vraie volonté parce qu'ils craignaient beaucoup les passes dans le dos et donc ils étaient beaucoup en contrôle sur l'une des palettes que j'ai montrées. On ne peut pas vous montrer les vidéos parce qu'on n'a pas les sous, mais globalement... Et qu'on veut en garder aussi. On coûte assez cher quand Faut même nous payer, avec Lucien. Ouais. En fait, Jonathan Danty ne monte pas parce qu'il est en contrôle de la ligne offensive. Donc il a très peur des passes dans le dos et il décide de monter justement quand il y a cette passe-là pour venir agresser et faire reculer au moment du leurre. Mais le problème de ça, c'est qu'on a un temps d'avance sur l'attaque. Donc en anticipant la passe dans le dos, la redoubler, la possibilité de venir en leurre, eh ben on laisse le porteur de la balle très libre. Ouais. C'est pour ça qu'Aki, il a gagné 80 mètres sans même gagner beaucoup de duels au final. Ouais. Mais en plus, quand on regarde le match, on ressent visuellement que les joueurs français sont sur le reculoir. Ouais. Sur quoi, en fait, vous avez expliqué ça ? Comment est-ce que vous avez expliqué ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est des fois certaines volontés du staff ? Comment est-ce que vous l'avez expliqué ça ? Déjà, ils semblent un peu perdus aussi. Donc peut-être qu'ils ont voulu faire trop de changements par rapport à ce qu'ils font d'habitude, parce que voilà, il y a eu beaucoup d'errements défensifs, des espaces au niveau international qui sont pas possibles. Il y a des espaces de 10 mètres parfois entre 2 défenseurs. Donc pour moi, ça explique un peu la défense moyenne qu'on a vu vendredi soir, mais qui est aussi un peu dans le prolongement du match contre l'Afrique du Sud. On encaisse anormalement beaucoup d'essais. Sont folles. Et les attitudes sont pas bonnes en défense, mais elles sont pas bonnes aussi dans les soutiens offensifs. Dans les soutiens offensifs, il y a un gros problème d'attitude vendredi soir qui aussi dénote un peu ce manque d'énergie du 15 de France. Et puis il faut s'adapter, même si ça fait longtemps que ça a été digéré, en tout cas tactiquement, mais ça change tout l'absence de Romain Ntamak. Parce que Romain Ntamak défend en premier attaquant, Mathieu Jalibert le fait, mais il se cache aussi parfois dans la ligne et tactiquement c'est intelligent. Là, il est placé en faux 13, en gros, voilà, il est placé plus exactement. Loin. Et ça, il s'est fait bananer pas mal de fois. Et Doris, il s'amuse avec lui. Et puis ça crée des déséquilibres aussi, parce que d'un coup, Gaël Ficou doit couvrir un espace supplémentaire, et puis Jonathan Danty est obligé d'être le premier défenseur. Et donc dans cette situation précise, on n'utilise pas ses qualités de gratteur. Et on se retrouve aussi à devoir faire un choix. Vu que Mathieu Jalibert ne va pas monter en cut, il ne va pas monter très fort pour aller mettre la pression quand il est en situation de second centre, on est obligé de faire, à un moment, Clermont procédait pareil avec Brock James. Ils font une nasse, un faux trou. Ils font croire que Brock James est le joueur faible, donc on va aller le défier, et c'est là où il y a le contest. Ils ont voulu le faire avec Jonathan Danty qui a refusé de monter. Je pense que c'est tactique. J'imagine pas Jonathan Danty avoir peur de Aki. Hésiter, ça m'a beaucoup étonné aussi. C'est pas son premier duel tellurique, tu vois. Il a déjà défié des joueurs aussi costauds que lui. Et donc cette situation de défense fait que Jonathan Danty doit attendre, mais on n'a pas de contest, on subit et on recule. Et donc à partir du moment où tu recules face à l'Irlande, c'est terminé. C'est le pire. Système défensif qui a été défaillant, système offensif aussi qui a été défaillant. Alors on a mis 17 points, mais à la fin, moi j'ai vu des trucs très étonnants. Ficou qui attaque en premier attaquant, donc inversion des numéros, alors que Danty est censé être le premier centre. C'est une de ses grandes qualités. Je me demandais un peu ce que c'était. Et il y a un nouveau coach de cette attaque, Patrick Arletaz, qui a démontré à Perpignan qu'il était capable de faire du très très beau jeu. Perpignan était dernier du top 14, mais au final développer un jeu hyper agréable. Ils sont sauvés par le jeu. Et ils sont sauvés notamment par le jeu. Lucien, est-ce que comment tu as expliqué un peu ces grandes difficultés des Bleus ? Déjà, je pense que c'est un peu tôt pour juger le système Arletaz parce que c'est son premier match. Il a fait que 2 semaines. Et plutôt le système des jeux dont on se plaint des Bleus, on s'en plaint depuis la Coupe du Monde, que c'est terne, c'est pas nouveau. Et aussi notre stratégie de dépossession, est-ce qu'on s'est pas trompé ? Est-ce qu'on n'est pas trop robotique et mécanique avec ça, à vouloir tout le temps en faire et à vouloir innover ? Mais pour moi, Arletaz, on pourra juger à la fin du tournoi.
Pour l'instant, il n'y a pas de patte Arletaz. Il n'y a pas de patte Arletaz. Mais est-ce surtout, qu'il a vraiment toutes les clés du système encore offensif? Encore une fois. Non, ça si- me fait rire, Patarleta. C'est un mot qui me fait rire, j'ai envie de le breveter, Non, ce mot-là. si tu te fais démonter devant, Oui, il n'y a bah oui. aucun moment où tu peux mettre ce que tu as mis en place aux entraînements la semaine, parce que la patte Mm. Arletaz, tu peux pas la voir tant que ton pack se fait concasser comme on s'est fait concasser. Ouais. Bah, Non, de- si on gagne nos ballons devant, en plus, il y a quelque chose qui nous aide pas à avoir la patte Arletaz, c'est qu'on s'est fait contrer en touche tout le match. Donc quand t'as pas tes touches, c'est impossible de développer du jeu, Ah, bah, montrer des attaques. Tu en fais première bien d'en main. parler. Justement, la stat catastrophique en touche. Donc, offensivement, pour ceux qui suivent pas nécessairement tout le temps le rugby, les lancements de jeu sont très importants. La moitié des essais viennent des touches. Voilà, Aujourd'hui, en top 14, en tout cas, c'est le cas. 50%, ou entre 50 et 60% des essais viennent après touche. Alors, ça peut être après touche et 3 temps de jeu, mais c'est C'est le le lancement voilà, idéal, c'est- donc c'est quand t'as le. pas tes ballons, c'est 4 impossible. touches perdues dans ce match-là, c'est énorme. Et sachant que dans les touches conservées, c'est-à-dire 10, Ouais, il y en a quand même des chahutés, quoi. il y en a des chahutés. Donc derrière, tu te trouves avec des très mauvais ballons. C'est peut-être le pire secteur. Là aussi, il y a eu un changement de coach. Laurent Sampéré, qui avait une super touche au Stade Français, avec une première assez compliquée. Guézal n'est plus là. C'était le patron dans ce secteur. Il y a Woki qui n'était pas là. Donc 4 lancers égarés. Et en plus, sur les touches défensives, on défend en bas alors que Villemc n'est plus là. C'était vraiment le gros bordel dans ce secteur. Bah, je sais pas si c'est le bordel, c'est juste les conséquences du choix des des hommes. À partir du moment où tu te passes de Woki, qui est ton meilleur sauteur, et que tu te retrouves plus qu'avec techniquement Olivon et Gabriac qui peuvent sauter, tu es face au meilleur alignement probablement au monde. C'est facile à défendre. Tu sais que c'est Olivon, globalement. ils ont ciblé Olivon et d'un coup tu es en galère totale. Ils ont ciblé Olivon en gros sur nos touches. Ils ont pas arrêté ils ont fait d'aller du marquage. montrer qu'ils allaient au Et contre puis, sur lui. alors, il y a pas mal de choses. Il y a le choix des hommes, il y a les circonstances, parce que quand tu perds un gars de 2 mètres qui lève, c'est grave. Willem C qui est plus là pour lifter, Qui lève ça très t'enlève une solution. Mais il y a aussi que d'un coup, tu peux plus faire de touches complètes, tu peux plus faire des touches à 4. Donc, c'est-à-dire que ça te limite beaucoup dans tes possibilités. Parce que même si c'est pas le capitaine de touche, il est présent dans tous les alignements, comme Winnie. C'est-à-dire que tu perds un joueur comme ça, tu perds en centimètres, tu perds en automatisme, et puis tu perds en possibilités. Ta palette, elle est plus réduite. Après, il y a quand même Peato Movaca qui a progressé énormément sur les lancers, mais qui n'a pas non plus l'assurance de marchand dans ce secteur précis. Et tu payes tes choix. Après, sur le jeu global. Après, Movaca, pour moi, ça y est, il y est au niveau international, au niveau du Moi, lancer. Je pense qu'il est plus passé à côté aujourd'hui qu'il y est pas Oui, c'est encore. sûr, mais Je vois plutôt ça comme en ça. termes de pourcentage pur, oui, on peut comparer les deux. Mm. Après, il y a aussi des lancers clés. Tu sais que les lancers à 5 mètres, ils sont plus durs à réussir Ah oui, que j'ai joué des lancers talonneur. ailleurs. Donc, J'avais les mains qui tremblaient, moi. ça. ouais, bah ouais, le pire, c'est 5 mètres défensifs. Voilà. Moi, c'était changement de Falzar systématique. Non, après, juste pour le jeu, je reviens sur ce que tu disais, Joseph. Il y a un problème quand même dans cette équipe de France qui est très bête, hein, mais c'est que Jonathan Danty et Gaël Ficou ne sont pas compatibles à mes yeux. Voilà. Ce sont 2 premiers centres. Alors oui, des fois, ils ont le 13 dans le dos, mais dans leur jeu, ce ne sont pas des dévoreurs d'espace. Ce sont des joueurs soit frontal pour Jonathan Danty, soit physique, Gaël Ficou, capable d'animer après contact. Mais vous avez déjà vu ces joueurs faire des passes avant contact? Alors, ils sont pas compatibles offensivement. C'est-à-dire que Bien quand sûr, on jouait la bien dépossession, c'était C'était parfait top. pour nous, ça récupérait des ballons. super. Oui, Mais en depuis 2022, Mais en c'était fait, la quand on performance. a l'impression que quand on doit faire autre chose, et on devait proposer autre chose là, en c'est fait, on est impossible. incapable de le faire. Pour l'instant, oui. Après, il existe peut-être des solutions. Moi, je pense à Arthur Vincent qui a ce profil de puncher, dévoreur mais d'espace, il est- solide en défense. Mais Choix, qui est hein, pas c'est un là. choix. Qui est pas S'il là. n'est pas Puis- blessé, hein, puis il n'est pas là. il a eu 2 ans très compliqués. Ouais, bien sûr. Mais Puis Danty, après, c'est un profil unique. Des 12 qui pèsent plus de 105 kilos, qui sont capables de te mettre sur les fesses le 12 vis-à-vis, même si c'est Boudiaki. T'en as combien en France? T'as que Danty, globalement. T'as Moefana qui se révèle être un 12, Ouais, mais est-ce très que- puncher, très fort. Mais est-ce que tu à part ces deux-là. as besoin de ça? Moi, je me rappelle d'une paire. je trouve que dans le rugby international, Ficou Vakatawa, je me régalais dans le jeu. Ouais. Katawa, il est énorme, par exemple. Bien sûr, mais Vakatawa est un vrai 13, dévoreur d'espace, qui prend, qui passe avant, après contact, qui est capable de faire des choses. Aujourd'hui, on a 2 excellents joueurs qui, je trouve, ne sont pas très compatibles dans la mesure où tu veux produire du jeu. Ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est un peu cruel pour le 15 de France, mais c'est quand j'ai vu ce que faisait l'Italie. Avec un centre qui s'appelle Brex qui joue en marchant, on a l'impression que les gars, c'est les All Blacks. Ils font des lancements de jeu, ils ont trouvé toutes les zones avec de la vitesse, de l'incertitude, de l'alternance. Nous, à chaque fois qu'on est à moins de 20 mètres du camp adverse, on tape des quilles où on va péter pour prendre le milieu de terrain avec Danty ou Aldrit. Je veux dire, offensivement, on est aujourd'hui, c'est mon avis, peut-être que dans les commentaires, vous allez trouver que c'est pas vrai, mais je trouve que offensivement, nous sommes très pauvres.
On est capable de mettre de l'intensité, de mettre du rythme, de la violence, ça oui. Mais de l'alternance, aller chercher des zones 3, créer du déséquilibre, très peu. On l'a très peu vu. C'était, Danti, Ficou, c'est tout de même une paire qui nous a permis de beaucoup gagner en 4 ans. Enfin, ça représente une période un peu dorée du 15 de France. Mais alors, on justement, va gagner à Twickenham de 50. c'est pour ça qu'on n'est pas en train de cracher dans la soupe. Bien Mais le sûr. truc, c'est que je Ouais, pense c'est que à préciser. vendredi, on était capable de proposer vraiment autre chose. On devait proposer autre chose. Pourquoi ? Parce que notre jeu au pied était vraiment défaillant. Donc, on n'arrivait pas du tout à leur mettre aucune pression. On arrivait trop loin des ballons. Et donc, du coup, même Danti ne servait, Movaca ne servait absolument à rien. Nos gratteurs ne pouvaient absolument pas gratter. Et on a eu un jeu au pied, du coup, qui était extrêmement défaillant. C'est là que Lucu a été beaucoup critiqué. Juste pour répondre à Lulu, il y a... Moi, je te fais pas la photographie du match face à l'Irlande uniquement. C'est-à-dire que depuis 3 ans, la moyenne, c'est 4 passes par joueur et par match, Ficou Danti. C'est nos centres. Et quand je te dis 4 passes par match, Je dis pas que dedans, c'est joyeux, dedans, on a gagné. il y a quoi, l'Italie, il y a l'Angleterre. Oui, mais c'est toujours la même chose en fait. Je trouve que le résultat nous fait occulter le fond. Et le fond de jeu de l'équipe de France, et il s'est beaucoup reposé sur des individualités, sur des exploits de Penaud, de Damien Penaud, je crois, de Antoine Dupont, de Romain Ntamak dans une moindre mesure. Aujourd'hui, comme ces joueurs ne sont pas là ou pas bien servis, je trouve que si les joueurs sont pas bien servis aussi, il faut pas se masquer, ils sont pas en forme. On n'a pas le Danti Ficou de 2022 en 2024, donc il y a ça aussi qui joue forcément. C'est mon aspect romantique. J'ai envie de voir cette équipe de France proposer autre chose. Pas nécessairement les babas, on relance du parking, c'est l'école montoise, on joue en slip, c'est pas ça. Mais je trouve que à un moment, il faut proposer un tout petit peu plus. A fortiori quand on a recruté quelqu'un pour faire du jeu. Alors ce match-là n'est pas un bon exemple parce qu'on a expliqué pourquoi l'équipe de France n'était pas capable de le faire. Mais c'est quand même une petite musique globale. On a fini par considérer que c'était normal de ne pas jouer un ballon dans les 40 derniers mètres. Tant que tu dans les 60 Ouais, derniers mais mètres. ça, c'est une choix. C'est Tant un que tu terme gagnes, de sortie. globalement, on a beaucoup gagné ces derniers temps. Tant que tu gagnes, tu te plains pas parce que tu dis c'est la stratégie qui marche et on est toujours plus content quand on gagne. Donc un peu la poussière sous le tapis, ça joue pas bien, mais on gagne. Mais c'est vrai que quand tu perds, et surtout quand tu perds comme vendredi soir, effectivement, là c'est comme Deschamps en fait. Ouais. Tant que tu gagnes, C'est t'es ça. incritiquable et à partir du moment où tu perds, sans dire que c'est la déferlante. On n'est pas en train de dire que Fabien Galtier c'est le roi des cons, son staff ils sont nuls, Non, les joueurs c'est des bidons. Totalement. Mais on va dire que dans la mesure où on a un vivier exceptionnel avec 3 générations, en tout cas 3 années où on a été champion du monde des moins de 20 ans, on a un championnat de France extrêmement dominant sur la scène internationale, on a des jeunes joueurs à tous les postes et on a l'ambition de faire du jeu parce qu'aujourd'hui dans le top 14, on voit quand même beaucoup d'essais, beaucoup plus qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Je trouve ça dommage que l'équipe de France soit un petit décalage avec cette réalité du rugby français aujourd'hui. Peut-être qu'en étant légèrement plus ambitieux, on n'aurait pas moins de résultats. Et en même temps, on pourrait renouer un peu avec le public français qui s'est vaguement, marginalement détourné après la défaite face à l'Afrique du Sud. On pourrait reconquérir les cœurs autant que les matchs. Ouais. Après, on y revient un peu. Si demain tu concasses l'équipe adverse, tu mets 60 points à l'Écosse. Et que tu as tes touches, oui. bizarrement, on va avoir plus de jeux. Donc, bien sûr. Déjà, il faudra gagner devant et après, sûrement le jeu. Le jeu de dépossession est toujours d'actualité pour l'équipe de France. Alors, Dupont. Je sais pas, t'es sûr ? En tout cas, il y avait. Mais ça, c'est une vraie question. Hein. En tout cas, moi j'ai eu l'impression que quel que soit le score, quel que soit le nombre de joueurs français sur le terrain, en l'occurrence 14, on avait un très mauvais jeu au pied, en l'occurrence avec Lucu, et qu'en plus la différence avec l'eau était telle que vraiment on prenait pression et qu'on n'a pas été capable de changer. Et moi je me suis posé la question sur ce jeu au pied qui a été extrêmement défaillant. Est-ce que sans Dupont, est-ce que sans Ntamak, Jaminet et un Jaminet, parce que c'est notre trio de tout, jeu au pied. Est-ce qu'on est capable encore de jouer cette dépossession ? Alors on ne rejouera pas l'Irlande tout le temps, hein. Les Écossais c'est pas la même chose, mais est-ce qu'on ne s'est pas complètement trompé ? Est-ce qu'on a vu qu'on n'avait pas une limite au moins contre les Irlandais et potentiellement aussi les grandes nations comme l'Afrique du Sud ? Pour moi, une équipe forte, c'est une équipe qui a qui a une palette et qui peut adapter son jeu. Et là, on a l'impression qu'on s'est un peu enfermé dans la dépossession, qu'on ne sait faire que ça, et que peu importe si tu gagnes ou tu perds, de toute façon, tu es mécaniquement préparé à faire de la dépossession. Moi, j'ai des souvenirs en début de match où Ramos, peu importe ce qui se passe, il y a peut-être des bons ballons à jouer, on a l'impression que c'est dans sa tête, c'est fait. Ah oui, la déviation en touche. On tape. Et effectivement, maintenant qu'on est un peu plus mis en difficulté, peut-être que les talents sont moins là, qu'on est un peu plus fatigué, et oui, il va falloir songer à savoir faire autre chose que de la dépossession. Moi, j'ai une vraie question, et c'est ce que je t'ai posé. C'est quoi l'identité de l'équipe de France ? Est-ce qu'on est certain qu'aujourd'hui, c'est la dépossession ? Moi, j'en suis pas convaincu. Déjà, pour un jeu de dépossession efficace, il faut avoir une défense irréprochable. On a pris 9 essais en 2 matchs.
Déjà là, on n'est pas au rendez-vous de nos promesses. Si jamais c'est vraiment l'identité de l'équipe de France, si c'est la dépossession. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on a fait le choix de mettre Thomas Ramos, qui est un animateur, plutôt que Melvin Jaminet, qui est la grosse Bertha, le jeu au pied le plus long du Gotha international. Ça veut dire que finalement, ce jeu de dépossession, on ne l'assume pas non plus à 100%. On aurait envie de faire du jeu avec un deuxième animateur qui vient se proposer. Après, comme je l'ai dit, faire du jeu avec une paire de centres qui se fait moins de 4 passes par match, c'est difficile. Et puis après, qu'est-ce qu'on veut faire ? Si on veut faire du jeu, la clé aujourd'hui, c'est la vitesse. On est une des équipes les plus lentes du monde. On a les chiffres là sur ce match. Le dernier match face à l'Irlande, voilà, on a 50% de nos rucks durent plus de 3 secondes, contre 35% pour les Irlandais. On a un jeu lent. Surtout contre les Irlandais, en plus, qui ralentissent toutes nos sorties. Quand tu perds tes duels, c'est évident que ça a une conséquence sur ce chiffre-là, mais c'était déjà le cas à la Coupe du Monde, c'était déjà le cas lors du dernier tournoi. On a une équipe plutôt monolithique qui va prendre son temps, moins que l'Angleterre, mais beaucoup plus que l'Irlande, la Nouvelle-Zélande ou même l'Afrique du Sud. Et on se posera les questions tout à l'heure, est-ce que changer les hommes permettra d'accélérer un tout petit peu tout ça ? Je voudrais avancer, on a donc regardé les secteurs de jeu. Non, moi je veux pas avancer, alors je vais sur le terrain. Reste là, je reste avec Lucien. Magie mentale. Donc on a parlé du terrain, parlons désormais hors du terrain. La communication de Fabien Galtier commence un peu à attendre. Au début, c'était les médias, surtout, parce que c'est eux qui sont face à lui, qui subissent, on va le dire, ses conférences de presse. Et puis aussi, de temps en temps, on était bien content aussi qu'il soit présent, qu'il ait fait avancer l'équipe de France. Mais, alors, hier, j'ai écouté notamment un ami, Alexandre Priam, sur Sud Radio, François Trio, et il y avait Laurent Ciara, fan de rugby, mais qui... notamment c'est un autre style de communication. Mais je me suis dit, voilà, il n'est pas partie intégrante du rugby français, mais c'est un Français qui aime le rugby, et je me suis dit, c'est assez représentatif. Entraîneur, donc il sait ce que c'est. Voilà, les conférences exactement. de presse. Donc, on rappelle un international français, un grand international français de basket, Laurent Ciara, mais je me suis dit que c'était intéressant. Il a dit, voilà, avant la Coupe du Monde, ça le faisait rire un peu toute cette com, et désormais, ça le fait plus vraiment rire. Il se faisait des sorties lunaires, etc. Et je commence à sentir que l'opinion française, ça a peut-être pu le faire rire un peu. C'est les lunettes de Fabien Galtier, tous ces mots, toute cette philosophie, si les résultats ne suivent pas. C'est toujours le même problème. Quand tu gagnes, tu peux faire le clown triste en conférence de presse, mettre des lunettes de paintball. Quand tu perds, forcément, on te le reproche parce que ça plaît pas, t'expliques pas la raison de la défaite et tout. Donc, tu vas voir que si demain on enchaîne 4 victoires d'affilée, on va en rigoler de cette communication de Fabien Galtier et ça passera. Mais là, on est sur 2 défaites d'affilée et des défaites marquantes en plus, des défaites cuisantes. Donc, on n'accepte pas de un peu. Alors Richard Dout, il disait ce que Galtier nous prenait pour des cons. Peut-être qu'il ne faut pas être aussi excessif, mais c'est vrai qu'on a l'impression que... C'était sur la conférence d'après-Coupe du Monde, oui, voilà, pas de manière globale. Du coup, on accepte moins peut-être de ne pas avoir les réponses à nos questions, cette communication un peu masquée, cette communication un peu parapluie aussi, où quoi qu'il arrive... C'est bien qu'il veuille protéger son groupe, je le comprends, peut-être je ferai la même chose, mais du coup on est un peu frustré, on peut l'accepter dans la victoire, on peut moins l'accepter dans la défaite. Moi, il me fait marrer parce que... c'est pas nouveau en fait. Ouais, tu le prends, tu sais qui il est, tu le prends au second degré quoi. Ça fait 15 ans qu'il dit n'importe quoi, n'importe quand, et qu'il est incontrôlable mais en même temps, c'est pas incontrôlé. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de le prendre pour un benet, il sait ce qu'il fait, il donne des cours de média training, c'est pas un crétin. Après moi ça me fait marrer parce que Lucien l'a très bien dit, s'il gagne on oubliera, s'il perd on lui mettra sur la gueule, il le sait depuis des années. Après là on oublie le côté analyste et analytique de ce qu'on peut faire en termes rhétoriques, tout ça. Dans le fond, ça me saoule aussi un peu quand même, parce que j'ai toujours détesté les confs à la Eddie Jones où la moindre interstice est finalement un gouffre béant dans lequel ils s'enfoncent pour critiquer les journalistes ou montrer qu'on est vraiment très con et tout. Et ça, j'avoue que ça me saoule un peu. Pour que le grand public ne se rende pas compte, mais que les journalistes le comprennent très bien, en fait. Et puis, je voudrais juste pouvoir discuter normalement, en fait, tu vois, avoir un gars normal en face de moi. Tu sais, quand tu parles à Christophe Furios, il a des tas de formules et des punchlines et tout, mais quand tu parles avec lui, il est normal. Tu vois, il te parle normalement, il te parle de rugby. Je dis pas que je préfère Furios à Galtier, c'est pas ça. D'ailleurs, il a arrêté de regarder le match. Il a dit, j'ai arrêté de regarder le match à la mi-temps parce que j'ai compris que ça allait être dur pour le 15 de France. La différence d'engagement physique m'a marqué. Je nous ai vraiment trouvé dépassés, mais il faut se laisser un peu de temps à cette équipe. Je pense qu'ils doivent aussi évacuer l'échec de la Coupe du Monde. Il l'a dit au middle, Christophe Furios. Ouais, juste Galtier, en fait, il a aussi infusé un truc dans ce groupe qui a une confiance inébranlable dans les principes.
presque un gourou, tu vois. Il est arrivé, il est passé de 42% de victoire à 80%. Bravo Fabien, tu es un monstre. Mais bon, la flèche du temps, les finishers, l'équipe premium, les ovnis, l'instinct grégaire, le French flair, on a eu le droit à tout ça. Et ça a marché jusqu'en quart de finale. L'intensité combattue. Voilà, mais jusqu'en quart de... Mais il faut se réinventer après tout ça. Et le truc, c'est qu'il a infusé dans le groupe quelque chose de formidable, qui est une confiance inébranlable dans les principes. Si on fait ça, on va gagner. Ils l'ont fait, ils ont gagné beaucoup. Mais le pendant de tout ça, c'est qu'ils se remettent très peu en question. On a pris 40 grains à la piole face à l'Irlande, et William Servat nous explique que tactiquement ils avaient raison. On se fait éliminer de notre Coupe du Monde à la piole par l'Afrique du Sud, certes d'un point au terme d'un match qu'on aurait dû gagner, peut-être à cause de l'arbitre ou à cause du vent ou à cause de ce que tu veux, mais le bilan c'est que t'as perdu et tu nous expliques que finalement on a gagné. Ça c'est pas acceptable à ce niveau-là. Après que tu fasses ça en Fédéral 3, que tu mentes à la tribune en disant on s'est fait voler, machin, tu fais ce que tu veux. Mais là tout le monde les a vus les matchs. Tu prends 40 points et on t'explique que tactiquement t'avais raison, t'es éliminé, tactiquement on avait raison. Alors ce qu'il a dit, je m'y attendais pas. On avait très bien préparé ce match, on est passé à côté, on ne s'est pas trompé sur la stratégie, mais on n'a pas mis en place ce qu'on souhaitait. Mais si. Donc en gros c'est les hommes. Moi j'ai l'impression qu'ils se défaussent un peu effectivement. Non mais c'est juste, il dit on avait un plan parfait, on a juste pas réussi à le faire. C'est que le plan était pas parfait. C'est tout. Le rugby c'est très simple, gagner des duels et avancer. Mais c'est quoi, c'est de la positive attitude ou c'est du déni? Non, je crois que c'est une stat, ils sont convaincus. Non mais moi je pense vraiment qu'ils sont convaincus. Ils sont convaincus qu'ils vont dans le bon c'est la bonne route, c'est comme ça qu'il faut faire et heureusement. Parce que si tu doutes au bout d'un match parce que t'as pris des 40 points et t'as même des certitudes, ils ont des certitudes, c'est comme ça qu'il faut faire. Après quand tu prends 40 points, bon bah tu peux peut-être t'interroger, t'excuser, petit mea culpa, on s'est peut-être gouré, on s'est gouré sur les hommes, là pas du tout. On a raison et on va voir qu'on passe à l'Écosse. Ça va être intéressant l'Écosse. Vrai révélateur. Parce que soit tu gagnes et tu passes tout de suite dans une autre dynamique, effectivement c'était l'Irlande, on n'était pas prêt, on n'a pas évacué la Coupe du Monde. T'enchaînes 2 matchs perdu, 3 défaites d'affilée en équipe de France. On dit qu'on n'a pas le droit de perdre 3 fois généralement pour toutes les équipes de France, que ce soit au foot ou au rugby. Donc c'est un vrai révélateur ce match contre l'Écosse. Eh ben on va en parler tout de suite les amis. 3 défaites de suite, c'est déjà arrivé à Galtier, je crois pas. Hein. Ah non, Galtier non. 2 oui, mais 3 jamais. Ce sera une première historique avec un grand H. Ça va être un sacré défi pour lui. Voilà pour l'explication terrain et hors terrain. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions d'ailleurs dans les commentaires, à faire vos remarques et on y répondra avec grand plaisir. Et on va passer tout de suite au match de l'Écosse et à la compo. C'est parti. Donc les Bleus iront défier l'Écosse samedi après-midi à Murrayfield. Tu y seras. Et oui, j'y serai. Ouais, je vais me régaler. Je serai avec mon père et mon beau-frère. C'est la première fois que j'y vais. Donc il paraît qu'il y a une belle avenue avec des jolis magasins où on vend de la bière pour aller au stade. C'est rare en rugby. C'est rare en Écosse. Ouais. Donc curieux. ça va être du un plaisir. Je sais pas ce que c'est. C'est de la panse de brebis farcie. Ah, sympa. Du haggis. Je suis pas sûr. Ah si, c'est une spécialité. Faut pas quand même. Alors si c'est la spécialité, c'est les mélocaux. Très bien, j'y vais. Donc le 15 du Chardon, qui s'est fait peur d'ailleurs, qui a gagné contre le Pays de Galles à Cardiff, 27-28. C'est une première depuis 2002 d'ailleurs, mais ils s'étaient largement en tête et ils ont failli paumer. Donc on va aller chez eux. On va regarder quel compo vous nous avez proposé les gars. Juste rappeler qu'il y a des nouveaux appelés. Sur ce match pour les Bleus, en tout cas pour le préparer. Danny Priso, pilier gauche, Mathias Alagahu en deuxième ligne, Thomas Laclaya en pilier droit, Alexandre Roumat en troisième ligne, Léo Barré, l'arrière du Stade français, Nicolas Deporter qui a brillé avec l'UBB, Emilien Gaëton qui a eu plus de mal lui avec la section paloise, qui est en train de souffrir avec la section paloise, mais qui sera bien présent avec le groupe France. Qui doit sortir du 15 titulaire? On va regarder vos compos, les gars, pour se poser un tout petit peu la question. Alors, ce banc en 6-2, avec le Marchand qui est encore sur le banc. Allez, mon Lulu, qu'est-ce que tu as changé? Moi, je pense qu'il faut insuffler un peu de sang neuf. Voilà, ça ne veut pas dire de tout changer la colonne vertébrale. En plus, je comprends que une défaite ne veut pas dire qu'il faut tout changer. Mais tu vois, quand je vois l'entrée de Boudéan où il semble plein d'énergie, je pense que faire finir Cross et avoir Boudéan pour débuter, ça m'intéresse. Je mets Roumat sur le banc parce que je trouve que ça a manqué d'options en touche vendredi face à l'Écosse. Or, c'est un excellent sauteur. Roumat, il est grand en plus, donc il peut être intéressant en fin de match. Effectivement, en deuxième ligne, la paire Woki-Gabriag, bon, c'est du bricolage parce qu'il y a beaucoup d'absents, mais c'est peut-être ce qu'il y a mieux à faire et surtout réintégrer Woki dans l'équipe parce qu'on en a besoin en touche, surtout face aux Écossais.
Surtout en fait, il y a Ouais, alors- Ficou qui s'appelle Gaëton. maintenant. Ouais, Et c'est alors- effectivement Ouais. Ficou. Alors on va dénoncer. Hein. Antoine, t'es viré encore. Ah, c'est pas possible. C'est bien ça. Ficou. Ouais, mais Non, tu le lui gros- envoies tes trucs à 1h du matin. Oui, c'est le il problème. dort depuis 3 heures, Antoine. C'est un couche-tôt. c'est- Alors, du coup, t'as mis Ficou ou Gaëton? Ficou, Ah, parce ok. que voilà, je pense qu'il faut pas tout changer non plus. Je pense qu'on a besoin Ah, il n'y a d'expérience. vraiment quand même et aucune tout. explication rationnelle sur le fait qu'il y avait écrit Gaëton. Ah, si, alors moi je sais, c'est que Antoine est un palois, donc à mon avis, quand il se réveille, il venait C'est de un rêver de Angoumoisin, Gaëton. Antoine. Hein C'est un Angoumoisin. Antoine. Eh, Mais bon, ah oui, il oui, n'y a c'est- pas de joueur Angoumoisin. oui, pour la dans le quart section. de France. Ah ouais, Mais, vraiment, c'est terrible quoi. Non, le gros changement surtout, ce serait Des images terribles. malheureusement, parce que j'aime beaucoup Jonathan Danty, mais de le sortir et de mettre Moefana en 12 qui se frise avec l'UBB en 12, qui apporte un vrai punch, qui a peut-être cette puissance physique aussi pour aller défier les Écossais. Voilà. Quand tu changes Danty pour Moefana, bon, tu perds pas 20 kilos et tu passes pas à un centre de 70 kilos, même si Danty est quand même beaucoup plus lourd et c'est un profil unique. Donc voilà, j'ai plus la compo sous les yeux. Ok. Et surtout intégrer De Pourter aussi, pas forcément en tant que titulaire, parce que ce serait. Je pense, Mais un sur peu le banc de rude, touche. mais sur le banc qu'il a en fait apporté un peu d'énergie à cette équipe. On les a sentis vraiment en manque d'énergie alors que c'est le premier match du tournoi, et du coup voilà, par touche, sans pour autant faire une remise en question globale et tout changer, surtout que c'est toujours compliqué d'une semaine. Là il y a 7 jours entre les deux rencontres, tu peux pas tout changer. Sur le banc, t'as mis Petit Tao. Petit Aoué, Très bien. un changement mécanique en termes Ouais, de ouais, ranking, ouais. parce que Red Awardi est blessé, donc Absolument c'est- pas la logique de Galtier, c'est-à-dire la hiérarchie, lui, il s'en cire. J'ai beaucoup hésité entre est-ce que du coup maintenant que le tournoi est bon pas perdu, mais tu feras pas grand chelem, à essayer de faire jouer Aldeguerri, Lakalia à la place d'Aldeguerri, mais Ah oui. je pense qu'en fin de match tu as besoin d'avoir des mêlées. Aldeguerri, bon, même si dans le jeu il répond pas forcément présent, tu as besoin de lui pour assurer tes mêlées, donc voilà. Bon, il y a cette question aussi de faire démarrer Tiluagi qui a fait une bonne rentrée, mais je pense que ce serait un peu le brûler que de le mettre titulaire tout de suite avec l'équipe de France, surtout face à l'équipe d'Écosse qui met beaucoup de volume, et lui il fait quand même 145-150 kilos, donc c'est pas forcément l'équipe idéale pour lui. Lui il est plus à jouer face aux Sud-Africains, donc Rien que ça, le mec n'est bon que pour jouer sur Non, les j'exagère, Sud-Africains. mais oui, bon, je tu comprends, vois. Lulu. mais T'inquiète. voilà. Il est là Ok, pour la bon, on va bagarre. regarder la compo de Pierre du coup pour essayer de comparer un peu tout ça, voir les changements qui ont été faits. Donc Kroos est sorti dans l'équipe de Lucien, il est bien présent. Tu mets deux porteurs, c'est- Moefana, tu changes tes centres. Oui, bah, je mets une animation quasiment bordelaise à 100%, sauf que... Alors, je vous explique, hein, ça, c'est pas ce qui va se passer. Alors tu C'est- mets Movaka oui, ou c'est- Marchand c'est- parce que du coup Non, il y mais a la attends, photo de Marchand et il y a écrit Movaka, tu le Non, vois c'est pas. Marchand. Alors, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Il va pas se passer ça. On verra jamais cette équipe, ou peut-être si contre l'Italie parce que c'est Giguarico. Mais la vérité, ce sera pas ça. Là, on m'a demandé l'équipe désirable. Ouais, si ouais. j'étais sélectionneur, alors je mets mes lunettes de plongée à la Fabien Galtier et je vous explique. Pilier gauche, Cyril Ball, c'est le meilleur du monde. J'ai trouvé que Movaka avait malheureusement pour lui un peu raté son match face à l'équipe d'Irlande. Je pense que Marchand, c'est le bon moment de le retenter sur 45 minutes pour sa puissance en mêlée, sa touche, sa solidité, sa capacité à ralentir les sorties de balles. En pilier droit, Winnie Antonio est indéboulonnable. En deuxième ligne, j'ai essayé de mettre de la taille, des sauteurs, et puis tester Mathias Alagaou parce que j'ai eu la chance d'interviewer pas mal de gens qui m'ont parlé de lui là sur les dernières semaines. Et Je le trouve c'est un, super avec c'est un tout le monde. prodige en fait. Et puis un bon gars, intelligent, malin, qui a une vraie science de la touche, qui a été pris sous l'aile Défensivement de très fort. Alun Wyn-Jones, Etzebeth, Suta, Tao, et tous sont unanimes sur son talent. Pourquoi pas le tester sur un match face à l'Écosse? Je pense que c'est celui qui lui correspondrait bien. Une troisième ligne où je touche pas parce que clairement c'est les trois meilleurs, ils ont un temps d'avance sur les autres. En revanche, dans la mesure où j'ai trouvé que Lucu avait eu sa chance en tant que titulaire sur un match horrible, mais avait eu sa chance, bah pourquoi pas tester Nolan Le Garec? J'ai envie de le voir, j'ai envie de l'imaginer former une charnière avec Mathieu Jalibert. Et puis derrière, j'ai aligné tous les joueurs ou presque de l'UBB parce que l'UBB c'est sexy chocolat, parce qu'ils envoient du jeu, parce que Bielbiaré et Penaud aujourd'hui ils sont très très forts et je vois pas qu'ils sont je vois pas de meilleurs ailiers. Et puis au centre, j'ai envie de tester autre chose, j'ai envie de voir autre Mais chose. oui. C'est juste ça, parce que on a oublié qu'on n'était pas une nation normale. Je veux dire, on a voulu instaurer l'idée qu'il y avait des titulaires qui ne bougeraient pas pendant un cycle. À part qu'on a le championnat le plus usant du monde. Donc, 4 ans Servat en équipe de a France. parlé du principe un principe en fait de ne pas changer les joueurs. Ouais, oui, c'est super. Non, mais tu peux apporter quelques Étonnant, changements. quoi. quoi. Sans dire qu'il faut changer tout le 15 de départ. casses pas le changer ta groupe, colonne en plus, vertébrale, tu tu casses vois. pas le groupe. mais Alors vous ton pensez remplaçant peut devenir vous pensez titulaire. qu'ils vont faire quel compo? Ah bah eux ils l'ont dit. Ouais. Après le match n'était pas terminé. L'arbitre n'avait pas dit les 3 coups de sifflet qu'ils avaient dit. De toute façon ce sera la même équipe. Donc il n'y a pas de surprise. C'est Après, décevant pour nous. Il y a Mais une logique de management aussi. Moi, Oui. là, je joue à Rugby Manager. Hein, tu vois, c'est facile. J'ai pas à Complètement. leur parler aux gars.
Ouais. Dans la vraie vie, tu viens de prendre une branlée à la maison, tu vas pas sortir les tirs parce que sinon tu les butes. Tu t'imagines là, Lucu, tu lui dis bon, écoute, t'es gentil, t'as été nul, on a pris 40 grains, donc tu restes chez toi. Enfin, tu vois, il y a Non, quand même bien la sûr. C'est gestion pour ça des que je hommes. toucherai pas à Lucu. Et puis en plus, tu peux te dire que là, ils ont pris une rouste à la Vous maison. faites pas le même Ils choix vont- d'ailleurs. ils vont- Toi, tu laisses Lucu. Ouais, mais Moi, moi, je je mets laisse le Lucu, Garec. oui, Non, mais moi, moi, c'est un choix purement fantastique, tu vois, c'est dans ma tête. En vrai, ça arrivera pas. Il faut laisser Lucu par le management, pour le respect des hommes, pour tout ça. Moi, on m'a demandé quelle équipe tu ferais avec le groupe de 36 que t'as. Bah, je ferais Ouais. ça, mais c'est pas pour ça que, elle va gagner, et deux, parce que, comme encore une fois, je vais pas parler aux gonzes. Si demain tu me demandes de manager, oui, je laisse Lucu. Parce que c'est pas bien sinon. Ça fait 3 ans qu'il attend sa chance. Il a eu une fois sa chance et on le dégage. C'est un peu abusé, quoi. Dans un match, on se fait, Oui. pas qu'il se fait dominer. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut le remettre. Il est capable. Quand je vois les matchs qu'il fait avec l'UBB, s'il fait les mêmes choses avec l'équipe de France, Oui, il va marcher c'est sur le vraiment match. très intéressant. Qui plus est, ce serait la charnière de l'UBB. C'est la charnière de l'UBB, Lucu Jalibert. Donc c'est pour ça il faut le garder. Mais c'est vrai que bon, on a envie de voir de nouveaux visages. En plus, sur un tournoi après une Coupe du Monde, c'est typiquement le tournoi où tu as envie d'insuffler du sang neuf, de voir de nouvelles choses. Si tu le fais pas maintenant, tu le fais quand en fait? Bah, la tournée pam-pam, on va prendre Ouais. que des genoux pour partir Oui, se ça. suicider au bout du monde. Bon, bah. Ouais. De toute façon, je les regarde plus, quoi. Au bout d'un moment, c'est trop. C'est le sbeul. Les babas, c'est plus sexy, tu vois. Donc, Enfin, je bon. comprends qu'il fasse ça. Hein. Après, Oui, après mais- 11 mois de compétition, tu peux pas emmener Dupont et Kanko Non. à jouer l'Argentine. On rappelle que Antoine Dupont n'est pas là et que en fait contractuellement il ne peut pas être appelé en équipe de France pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Il est dans le groupe du tournoi pour le tournoi à 7, pour le 7, pour un stage de préparation du 5 au 9 février à l'INSEP à Paris. Et il va participer à 2 étapes avec l'équipe de France à 7 de la tournée mondiale. Il sera à Vancouver du 23 au 25 février et il sera à Los Angeles du 1er au 3 mars pour ceux qui veulent suivre ça. Régalez-vous. Ça va être un grand moment, mais malheureusement, il ne sera pas avec les Bleus. Voilà, ça a beaucoup fait parler. Il fait pas l'étape à Tourcoing aussi ou à Boulazac, je sais plus. Une des deux. C'est jamais... Non, c'est que le Vancouver et Los On Angeles. n'est pas à l'abri de Fabien Galtier qui organise un stage à Boulazac ou à Tourcoing pour aller rencontrer les Français. Hein, pourquoi pas? Ce serait très drôle. Ouais, À et Cap-Breton pourquoi pas. encore, Il y bordel. a peut-être des gens de Tourcoing qui nous regardent. Et on les c'est embrasse. sûr. Et on les embrasse, exactement. La question qu'on voulait se poser un peu, tu as parlé d'énergie tout à l'heure. Est-ce que les mecs ils sont broyés physiquement? Alors, Imanol Arinaudaki dit qu'ils n'ont pas digéré la Coupe du Monde. Donc, il y avait un aspect mental. Pour d'autres, c'était un aspect physique. Donc, Lucien, tu as regardé un peu. Est-ce que Oui. les mecs sont physiquement touchés? Est-ce que ça a un rapport avec le nombre de matchs qu'ils jouent? On sait que c'est une grande partie du débat national. Déjà, comme tu le disais, on est dans une saison de Coupe du Monde. C'est forcément une saison éreintante. Qui plus est, tu perds ta Coupe du Monde à la maison en quart de finale. Donc forcément, c'est dur. Après, c'est vrai que voilà, j'ai voulu m'intéresser à voir est-ce que vraiment ils jouent plus, les Irlandais? Est-ce que les Français jouent moins ou l'inverse? Et effectivement, Alors, là, prends ton micro ouais, directement je me derrière, tourne sinon on t'entendra totalement. On va faire. Philippe Risoli, c'est énorme. Effectivement, non mais en vrai, quand on regarde, bon, le joueur qui a le plus joué, c'est Woki du coup. On est bon? pas. On est bon. Le joueur qui a le plus joué, c'est Woki, effectivement, avec 19 matchs, alors que c'est Berne pour les Irlandais qui a que 16 matchs. Et surtout, la moyenne, c'est intéressant parce que les Français, en moyenne, sur toute la saison 2023-2024 qui est en cours, donc depuis la préparation Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui le match de l'Irlande, ils ont joué en moyenne 15,5 matchs, alors que les Irlandais, ils en ont joué 11,5. Donc, ils ont quasiment un mois de compétition en plus dans les jambes, les Français. Donc, ça explique peut-être aussi un peu cette fatigue physique et cette fraîcheur irlandaise. Et je me permets d'ajouter, parce que les calculs des moyennes, c'est très parlant, mais qu'en plus, les moyennes, elles sont faussées par des situations individuelles françaises comme Greg Aldrit, comme Jonathan Danty, qui ont très peu joué cette année. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des joueurs qui ont un différentiel bien plus important, bille quoi, tu vois. Oui, non, complètement. Et Il y a beaucoup de joueurs qui sont à 17 matchs, tu vois, alors que les Irlandais Ouais. ils sont plus autour de 11-12. Après, t'en as certains qui font monter la moyenne. Mais un mec comme James Lowe, il a joué 9 matchs, Grégory Aldrit aussi. Enfin, tu vois, Ouais. forcément, c'est pas la même fraîcheur physique. Quoi. Et vous les avez sentis physiquement à la peine, les Français, ou pas, sur ce match contre les Irlandais, ou pas nécessairement? Ah bah, Oui, mais pas à cause de la fatigue. Je Ouais. pense pas. Je pense. Si la question c'est est-ce qu'on s'est fait casser la gueule? Oui. Est-ce qu'on s'est fait casser la gueule parce qu'on a plus joué? Je sais pas. Je suis pas. Ça, c'est un peu le je débat suis pas éternel. sûr. C'est quoi? Je suis pas sûr. Après, il y a un autre facteur, c'est les minutes jouées. Parce que ça, C'est globalement que des gens titulaires en club. Donc Ouais. un porteur joue 50 minutes en club, comme un Cyril Bay Voilà. joue 50 minutes en club. Après, Lucu ce joue 80 minutes. ce sera du détail. Par exemple, je me rappelle que Greg Aldrit, par exemple, l'année dernière, avait un temps de jeu cumulé colossal. C'était moins le cas pour François Cros qui avait été pété la moitié de l'année, ou même pour Charles Olivon qui a fait moins de feuilles de match.
Je pense pas que ça soit l'explication majeure. Le Et problème, aussi, j'ajouterais, c'est que globalement, Français comme Irlandais, leur dernier match à chacun, c'était la dernière journée de Coupe d'Europe le 20 janvier. Les deux équipes, globalement, à 2-3 jours près, ont tous eu 2 semaines de préparation. Donc une semaine, on va dire, de pause, de régénération, et une semaine vraiment de préparation de match. Donc on aurait pu espérer qu'ils aient la même fraîcheur, mais effectivement, les Français jouent plus, et ça, c'est parlant. et puis après, il y a l'intensité des matchs qui sont disputés, parce que clairement, le Ah bah top oui. 14, tous C'est les le week-ends, troisième c'est la point. guerre. Ouais. Alors que quand tu joues l'URC, sans faire offense à ce championnat qui est magnifique, hein, disons que quand tu es le Leinster ou le Munster, Tu te balades. tu gagnes l'URC ou pas, ça change pas ton destin. T'en as à un peu, pas rien à cirer, c'est pas vrai, mais ça devient intéressant au quart de finale. Et tu es quasiment sûr d'y être. Puis les joueurs ont un Même- contrat fédéral, donc la fédération décide du Il temps de n'y a jeu. pas de montée-descente. Ouais. À partir de là, ça facilite quand même beaucoup la gestion des hommes. Mm. C'est pas juste les minutes sont hyper parlantes, le nombre de matchs sont hyper parlants, mais il y a aussi comment tu les joues. Et Non, bien sûr. clairement, un international irlandais, il a 12 gros matchs dans l'année, on va dire, Ah, avec bien sûr. Coupe d'Europe, 6 nations et les phases finales. Sur un Français, je pense qu'il a 20 gros matchs dans l'année. Donc Non. ça change tout. L'Écosse du coup qui se présente au bleu. Donc les Écossais, on rappelle, qui ont gagné au Pays de Galles d'un petit point, 27-28, 27-26, première depuis 2002. Qu'est-ce que vous avez retenu, les gars, de ce match des Écossais? Compliqué parce qu'ils font une première mi-temps magnifique où ils mettent 27 points en une mi-temps dans un match international, c'est assez rare, surtout dans le tournoi, et une deuxième mi-temps où ils ne mettent pas un point, ils restent à leur score de 27 et ils en encaissent 26. Et si Monsieur O'Keefe est un peu sévère sur la fin de match, il peut carrément donner la pénalité de la gagne aux Gallois et faire remporter le match aux Gallois. Donc assez particulier à analyser. Donc s'ils arrivent à être constants sur tout le match, ils vont vraiment nous poser des problèmes parce que autant ils n'ont pas un pack monstrueux, mais derrière il y a vraiment du matos, quoi. Moi, j'ai retenu l'indiscipline écossaise inexplicable. 14 pénalités d'affilée, c'est rare. Autant que mettre 27 points en une mi-temps, prendre 14 pénalités en une mi-temps, c'est incroyable. Enfin, sur les deux mi-temps, parce qu'il y en a en fin de première période. J'ai trouvé les Gallois très résilients, c'est un mot à la mode, mais très courageux, mais nuls. Franchement, ils produisent très peu, ils font très peu de choses, et ils ont des pétés partout. Je suis très inquiet pour eux sur le court terme là, sur le tournoi. Je le répète, je pense qu'ils peuvent faire cuillère de bois. Et sur le long terme, je suis encore plus inquiet parce qu'il y a quasiment aucun renouvellement. Les U20 sont cata, la Fédé a plus d'oseille, leurs meilleurs joueurs se sont tirés. Bon, là, ça devient vraiment inquiétant pour Gatland sur les 3 prochaines années. Puis après, l'Écosse, puisque c'est de ça dont on veut parler, ils sont fidèles à eux-mêmes, hyper romantiques et complètement désorganisés. Finn Russell, je l'aime, mais bon, clairement, il est aussi dangereux pour l'adversaire que pour sa propre équipe, et ça, je trouve ça génial. Mais bon, ça doit pas être reposant d'être troisième ligne à ses côtés, parce que tu dois galoper et rattraper pas mal de conneries. Et puis après, Townsend, j'ai l'impression qu'il est en pilote automatique depuis maintenant quelques mois. Il est vraiment installé. Ouais, voilà. Ils savent ce qu'ils ont envie de faire, ils le font bien, et puis ils feront 3 ou 4e du tournoi, et ce sera logique. Mais est-ce qu'ils vont nous battre? Ouais, c'est un peu la Ce serait question. une surprise, hein. Ce Ouais. serait une vraie surprise, parce que... C'est à Murrayfield, pour rappel. Ouais, mais au même titre que je pensais que les Irlandais avaient le jeu parfait pour nous péter les noix, on a le jeu parfait pour annihiler celui des Écossais. Et ils l'ont déjà annoncé, ils savent qu'on va leur imposer une guerre physique, un défi permanent. On est plus puissant, ouais. On a le pack le plus massif du monde avec l'Afrique du Sud. On a une équipe rugueuse qui est capable de casser tous les systèmes écossais. Et si Finn Russell joue un peu plus sous pression, parce qu'ils vont reculer, parce qu'ils vont perdre des duels, alors on va gagner. Après, ça ne réussit pas trop, Murrayfield. On s'est souvent cassé les dents là-bas. Ouais, la dernière fois qu'on y a joué... C'était on avait fait le Grand Chelem, mais Ouais. sinon, je me souviens de Mohamed Awas Ouais, avec Jamie Ah. Ritchie. 2 fois. Ouais. Non, mais t'as peur, toi, sur ce match-là? En fait, c'est l'Écosse, donc c'est compliqué à dire. Enfin, d'un côté, ils peuvent tout enflammer, on peut être complètement dépassé, surtout que eux, ils semblent un peu avoir ce vent de nouveauté dans leur sélection qui fait que ils peuvent, en plus, on sent qu'ils en ont marre d'avoir été la petite équipe du tournoi et qu'ils veulent passer à autre chose et qu'ils veulent devenir une grande équipe et qu'ils veulent aller casser les noix à tout le monde et qu'ils veulent être en position de gagner. Là, c'est leur premier match à Murrayfield, donc peut-être et nous, après, en plus, on vient de prendre 30 points. Non, Quoi, mais donc, Finn Russell est vraiment à l'image de cette C'est équipe-là. ça, quoi. Effectivement, il y a deux visages. il y a deux total, visages, donc, ça peut être exceptionnel en première mi-temps si et ça tombe sur du catastrophique. bon côté de la pièce pour nous. Il n'était pas ouais. content à la fin Après du match, nous, quand même, Finn Russell. d'un côté, on a la pression parce que là, il faut gagner, on n'a pas le droit de perdre encore une fois. De l'autre côté, tu as toujours la sainte trouille de dire on n'a pas le droit à l'erreur, il faut qu'on sorte. Beaucoup de joueurs doivent se montrer enfin. Voilà, on attend du grand Ouais. Ficou, on attend du grand Danty, on attend du grand Olivon. Tu préfères Donc- être écossais ou français au coup d'envoi? Je veux dire, dans le vestiaire. Ah bah, Moi, écossais.
Moi, je me chierais dessus à la place des Écossais. T'as une équipe redoutable, physique, vexée, qui va pas changer grand-chose. Le discours, il est cousu humain, c'est ben voilà, on vous a refait confiance, montrez-nous que vous n'êtes pas des pimpins. Je pense que les 15 premiers rucks, ça va être une boucherie. Je pense que, à mon avis, comme on dit, on va les mettre sur le toit. Ouais. Voilà, On va voir ça. j'imagine. Voilà. Les matchs de cette journée, du coup, on va regarder ça. Écosse-France, du coup, samedi à 15h15. Angleterre, Pays de Galles à 17h45. J'ai pas du tout envie de le regarder, quoi. Waouh. Et on va avoir aussi Irlande-Italie qui aura lieu donc dimanche. T'as vraiment pas envie de le regarder? Moi, j'ai envie de le regarder, mais pour savoir à quel point ça peut être catastrophique sur le plan de jeu. Même si moi, j'ai bien aimé le petit ouvreur gallois qui est rentré à la place de Costello. Donc Lloyd, j'ai m'a beaucoup pas- aimé. Il a été meilleur et c'est une des raisons. Et après, il a mis un peu... C'est le numéro 4 de son pays, quoi, tu vois. C'est dans un pays. Ah, mais où il y a je pense qu'il va personne, monter. hein. Je sais pas, enfin, Ouais, il bah, peut Costello, devenir... je- il est passé devant Costello largement, et devant Bigard, évidemment. Et Anscombe. Et Eric Anscombe. Friesland. Bah, je Et pense qu'il va Patchell. devenir numéro 1. Enfin, bon. Et Stephen Non, j'ai Jones. bien aimé. Owen Franchement- Williams. Franchement, j'ai bien aimé. Stephen Jones. Et James Stephen Hook. Jones. Ah, ils peuvent aller Et les Gary chercher, Nelson. hein, tu sais. Ouais. Warburton. Ouais. Je voulais aller chercher les codes de ces matchs-là. Donc, les Français sont à 1,54 sur Winamax. 1,54. L'Écosse est à 2,40. Donc, les Français sont effectivement favoris pour cette rencontre-là. Oh, Curieux. Ouais, 2,40 l'Écosse. Ouais, c'est beaucoup, hein, mais Bah, ça franchement, correspond ça, un il y peu a- à il y ta a vision un des quoi choses faire. aussi. Hein. L'Angleterre est à 1,15 et le Pays de Galles est à 5,50. Bon, C'est l'écart m'étonne un peu, mais ça peut exister. Hein. On rappelle que c'est toujours aussi difficile d'aller en Angleterre. Et Irlande, évidemment, Italie, où là, c'est carrément avec un handicap. Ah ouais. Les Irlandais gagnent avec 32 points de retard dès le début du match. Ils gagnent, c'est 1,72. Donc, ouais, c'est le pari le plus intéressant, mais on imagine que les Italiens, malgré leur bon match, vont souffrir en Irlande. Bon courage à mettrais- Gonzalo Quesada, disons qu'il va préparer le prochain match. Je vais mettre un essai de Tommaso Allan. Elle est à combien la cote? Ah, Ah bonne ouais, parce question. que ça, on l'a. Ah, C'est une ça, on s'est pipe. foutu de la gueule du monde, là. c'est vrai. Ah, Tommaso Allan. Oh, mais c'est un sac à merde et tout. Oui, bah, Tommaso Allan, il a gagné. Les Qui mots- c'est qui a les mis mots l'essai de étaient Tommaso forts. Allan? Les mots étaient Eh forts ouais, pour papa. Thomas Zoyalan. Mais t'as Ah, je mis suis- même. Ouais, je suis sur 8 paris consécutifs C'est très victorieux. fort. On m'appelle Bravo. Pierre le Poulpe, Bravo. le gros poulpe. Voilà les amis pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir regardés. Voilà les cotes évidemment. L'Irlande est à 1,20. Bon, si vous mettez un gros paquet d'argent, Pour vous gagner pouvez le quand tournoi. même gagner pour gagner le tournoi. Mais mettez couscous sur la France, franchement, c'est faisable. Hein. Et sur un malentendu. Les Irlandais ils reçoivent quand même 3 fois encore. Bah ouais, mais il peut y avoir des maladies graves. Hein. Oui, Il y a eu la effectivement. famine en Pandémie. Irlande. Hein. Dans les pas années vrai. 20, Il peut y avoir c'était une terrible. Il va y pandémie. avoir une pandémie. C'est terrible. Hein. Exactement. Tiens, vivement qu'on remette le Covid. On était hyper fort à l'époque du Covid. Vous vous rappelez? On avait fait le grand chelem et tout. traversait le C'est temps. incroyable. Putain, on était trop fort. Quoi. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. Merci Pierrot, merci à Lucien, merci Antoine et Léo en régie. Et à très très vite sur Bureau Oval et sur First Team Sport. Ciao, ciao les amis, bisous.